Nous sommes le 25 août 1972, à Kera au Japon, dans la préfecture de Kochi, sur l'île de Shikoku. Michio Seo, 13 ans, rentre de son collège à vélo et comme tous les jours lorsqu'il arrive près de chez lui, il emprunte un chemin de terre qui longe de vastes rizières. Un début de soirée en apparence ordinaire, pourtant le garçon a comme un mauvais pressentiment. En tournant la tête vers les champs, il aperçoit quelque chose d'étrange qui survole les cultures. Mais le soleil rendant difficile la visibilité, Michio abandonne son vélo et s'avance de plusieurs mètres pour tenter d'y voir plus clair. C'est alors qu'il voit un objet métallique, un peu plus gros qu'une balle de baseball, qui se déplace d'une manière étrange, comme s'il se téléportait de gauche à droite. Après quelques pas, il se retrouve à proximité du petit objet, qui s'arrête net, comme s'il avait détecté sa présence, et projette sur lui une lumière aveuglante. L'adolescent fait demi-tour, court jusqu'à son vélo et rentre chez lui sans se retourner, la peur au ventre. Après avoir passé quelques heures dans sa chambre à penser à cette chose étrange, Michio décide d'aller chez son ami Yasuo, qui en parle aussitôt à son grand frère, Hiroshi. Ensemble, ils décident alors de se rendre sur les lieux pour en savoir plus. Après environ 1 heure à fouiller la zone, et à leur grande stupéfaction, ils aperçoivent un objet volant avec des lumières clignotantes qui se pose près d'un terrain de golf, situé à environ 400 mètres de chez eux. Mais à cette distance, les détails restent flous, et c'est sans dire un mot qu'ils décident d'y aller. L'angoisse commence à les envahir peu à peu, alourdissant chacun de leurs pas. Et après quelques minutes à marcher, les garçons se retrouvent devant un très petit engin qui scintille et qui émet une lumière argentée. Hiroshi se dévoue et s'en approche, mais l'objet se met à briller d'une lumière bleue comme s'il sentait leur présence, provoquant la panique et poussant tout le monde à fuir précipitamment. 1 demi-heure plus tard, le groupe retourne sur les lieux en se faufilant pour éviter d'être repéré, mais il n'y avait plus rien. Le phénomène avait complètement disparu. 1 semaine est passée et notre trio de départ est toujours là. Mais évidemment, l'histoire a un peu fait le tour du quartier et 2 garçons les ont rejoints, Sadao et Kaiku. Ensemble, la petite bande mène son enquête et sort en secret chaque soir dans l'espoir d'apercevoir à nouveau l'OVNI. Et après quelques soirées passées à se promener dans les champs, le 2 septembre vers 20h, l'étrange objet refait enfin son apparition, flottant dans les airs à plus ou moins 10 mètres de leur position. Mais une fois de plus, la bande s'enfuit, effrayée devant cette chose mystérieuse. 2 jours plus tard, le groupe se réunit à nouveau, mais cette fois-ci, plus question d'avoir peur. Un nouveau membre, Toshiaki, rejoint la bande. L'adolescent a emprunté l'appareil photo de son père, et l'équipe est déterminée à capturer le phénomène en photo. Et c'est vers 21h30 qu'ils aperçoivent une lueur dans les champs. Le groupe se lance à sa poursuite, accompagné de Toshiaki équipé de son appareil. Mais étrangement, il refuse de fonctionner. Le garçon tente désespérément de prendre des clichés, jusqu'à ce que finalement, le dispositif se déclenche avant que l'OVNI disparaisse. 6 septembre 1972. Cela fait 15 jours que l'étrange phénomène rôde dans les champs de Kera et que le groupe de garçons multiplie leurs observations. La bande s'est encore agrandie, comptant désormais 9 garçons, et comme à leur habitude, ils retournent chaque jour dans les champs pour traquer l'OVNI. Fort de leur nombre, une idée leur vient à l'esprit, le capturer. Premièrement, recouvrir l'objet d'un morceau de tissu pour qu'il ne puisse rien voir à l'extérieur. Deuxièmement, verser de l'eau froide dessus. Les garçons pensaient qu'il était vulnérable à l'eau, car il n'apparaissait que les jours de pluie. Et enfin, l'attraper. Ce soir-là, tout le monde se retrouve dans les rizières, et ce sont maintenant quasiment tous les gosses du quartier qui squattent les champs, et quelque chose d'inattendu va se produire. Les garçons trouvent l'OVNI au sol, et bizarrement, il ne fait aucun bruit et ne bouge pas, comme s'il n'avait plus d'énergie. Hiroshi s'en approche à nouveau, suit le plan et jette un bout de tissu sur l'engin. Un enfant arrive en courant avec un seau d'eau, il le prend et le verse dessus, mais rien ne se passe, aucun bruit, aucune réaction. Même en lui jetant une pierre dessus, l'objet reste inanimé. Kaiku décide de le recouvrir avec l'ourlet de son uniforme scolaire pour éviter de le toucher directement et le soulève avec crainte. Le groupe se concerte et Hiroshi décide de le récupérer chez lui. Arrivé à la maison, tout le monde se rue autour et l'observe attentivement. Sa forme rappelle celle d'un sombrero et sa surface est de couleur argentée, semblable à du métal fondu. Il était étonnamment léger, mais très solide, et sa surface était incroyablement lisse. Les garçons ont laissé des croquis extrêmement détaillés, ainsi que des mesures de sa taille et de son poids. Il mesurait 7 cm de hauteur et pesait à peu près 1,5 kg, avec un diamètre de 18,2 cm à la base et de 6,5 cm au sommet.
Sur la face inférieure, un étrange dessin était gravé, comme des vagues et des rainures circulaires comme celles d'un vieux disque de phonographe. Il y avait aussi ce qui ressemblait à un couvercle carré au centre, recouvert de petits trous. Intrigués par l'appareil, les enfants commencent à faire des expérimentations. Ils le secouent et entendent un bruit de cliquetis à l'intérieur. Et en examinant les trous, ils voient des circuits et des pièces ressemblant à des composants électroniques. Ils essayent même de le frapper avec un marteau et constatent que l'objet reste intact, sans la moindre éraflure, comme s'il était fait d'une matière inconnue. Impossible également de le démonter, il était fait d'un seul bloc, sans écrou ni vis. Mais les surprises ne vont pas s'arrêter là. L'objet continue de défier leur compréhension, ainsi que les lois de la physique. Il disparaît à plusieurs reprises pour réapparaître à différents endroits, tant à l'extérieur de la maison que dans le champ où il l'avait découvert. Hiroshi racontera plus tard qu'il commençait à avoir peur, car l'objet émettait parfois une lumière bleuâtre, surtout la nuit, et il avait l'impression qu'il était habité par une entité. Après plusieurs jours, l'OVNI disparut à nouveau, mais cette fois-ci, les enfants ne le revirent plus jamais. Une histoire vraiment hors du commun, et très peu connue en dehors du Japon. Peut-on cependant la considérer comme vraie? Dispose-t-on de preuves suffisamment convaincantes? Pour commencer, si vous faites des recherches sur cette affaire, vous tomberez sur de nombreuses photos. Dans certains cas, elles sont présentées comme authentiques, mais en réalité, 90% d'entre elles sont des reconstitutions, faites pour des enquêtes ou prises après le tournage d'un documentaire. Cela ne veut pas dire que l'histoire est fausse, mais le seul cliché véritable, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, et c'est celui pris par Toshiaki. Plusieurs personnes ont enquêté sur cette affaire, de 1972 à 2020. Pour la première enquête, nous avons Tsutomu Seki, un astronome local, renommé grâce à la découverte de plusieurs comètes, et aussi pour son émission de radio sur les ovnis et les mystères, Radio Asahi. L'émission parfaite pour évoquer cette affaire, et c'est Sadao, l'un des 9 garçons qui tenta de le contacter en lui laissant un message dans lequel il raconte son expérience, ainsi que son désir de témoigner. Au départ sceptique, mais quand même curieux, il décide d'enquêter avec son ami Koichi Ike, un autre astronome passionné par les phénomènes étranges. Les deux hommes ont popularisé l'affaire dans tout le pays. Ils menèrent des investigations dans tous les lieux mentionnés par les enfants, interrogèrent toutes les personnes qu'ils pouvaient, et plusieurs détails attirèrent leur attention. D'abord, ils constatent que les garçons sont vraiment sincères, autant dans leur façon d'agir que dans ce qu'ils racontent, et même séparés, leur histoire concorde parfaitement. Les témoignages aussi, malgré le fait que les adultes n'aient pas pris les adolescents au sérieux à l'époque, la mère de Sadao, Kyoko, dira dans une interview qu'elle a elle-même été témoin du petit ovni en octobre 1972, aux alentours de 18h30. Il y a également cette anecdote racontée par la mère d'Hiroshi, qui aurait vu une lueur bleutée clignoter à travers le sac à dos de son fils. Et, d'après les faits rapportés par le garçon, il lui serait arrivé à plusieurs reprises de placer l'ovni dans ce même sac. Hiroshi, Sadao et Toshiaki vont passer à la télévision japonaise, popularisant l'affaire dans tout le Japon, et tout le monde va valider l'histoire. Mais des décennies plus tard, des sceptiques vont se pencher sur le cas et mettre en lumière des éléments assez intrigants. En 2009, Kenichi Nishimoto, écrivain japonais sceptique vis-à-vis de l'affaire, se penche sur le cas et trouve des éléments qui discréditent les enfants et qui pourraient bien prouver qu'ils ont tout inventé. Rappelez-vous des dessins gravés sur l'OVNI. Ils ressemblaient à des dessins humains, plutôt qu'à des symboles venus d'ailleurs. Eh bien, Nishimoto va avancer une théorie. En faisant des recherches, il se rend compte qu'une déchetterie se trouve très proche des lieux de l'incident. Selon lui, les enfants auraient très bien pu fabriquer l'appareil avec des objets trouvés là-bas, ce qui finalement expliquerait les symboles japonais visibles dessus. Et on peut dire que l'homme avait vu juste, car en 2017, un débunker sur le paranormal, Tatsuya Honjo, fait le lien entre le petit objet et un cendrillon en fonte trouvé sur un site d'enchères japonais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les ressemblances sont frappantes. 3 ans plus tard, en 2020, l'ufologue Hiroki Sakuragin trouve l'image d'un cendrier qui ressemble à s'y méprendre à l'OVNI de Kera. Et cette fois pour les sceptiques, l'affaire est bel et bien close. Mais en réalité, il reste pas mal de mystères autour de ce cas, ce qui le rend fascinant. Par exemple, le témoignage du père de Keiku, directeur du centre scientifique de la ville de Kochi, qui a eu l'objet entre ses mains. Et chose assez drôle, à première vue, il pensait aussi que c'était un cendrier, mais quand il s'y est penché attentivement, il a remarqué que quelque chose clochait. Le petit appareil était solide mais pourtant très léger. Il dira par la suite qu'il était fait d'une sorte de métal qu'il n'avait jamais vu auparavant. Keiku lui avait dit de regarder à l'intérieur,
Mais quand il a essayé de regarder au travers des petits trous, ils étaient recouverts par une sorte de membrane étrange. L'homme dira qu'il regrettait de l'avoir laissé de côté et de ne pas avoir assez pris son fils au sérieux. L'incident de Kera ne sera pas le seul du même genre au Japon. En 1976, une petite fille du nom de Sachiko Oyama, alors âgée de 9 ans, et vivant dans le village d'Agawa, dans la préfecture de Kochi, a elle aussi été témoin d'un petit ovni en forme de chapeau qui s'est écrasé devant elle. Effrayée, elle s'enfuit vers sa maison, mais en se retournant, elle voit l'objet briller d'une lumière jaunâtre et s'envoler dans le ciel. Et pour finir, des photos, celle prise par le photographe Takashita Hara, prise à Hiroshima en 2008, où l'on voit un petit ovni en forme de chapeau. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et rendez-vous dans l'espace commentaires. J'ai une petite théorie concernant l'affaire qui pourrait vous plaire. A très bientôt sur Zone 51 TV.